Bonsoir et bienvenue dans cette salle de la Dynamo à Pantin pour faire le bilan à mi-mandat de l'action du département de Seine-Saint-Denis. Département qui a trouvé son identité, je dirais, depuis quelques années. Département qui multiplie les images contrastées, images du département jeune, le plus jeune de France par sa population, le plus dynamique, mais celui aussi qui est atteint par le plus fort taux de chômage, je crois, de l'Île-de-France. Certainement le département qui pâtit le plus d'une image qu'on va qualifier de contrastée dans l'inconscient français, et peut-être plus que contrastée dans l'idée que s'en font les médias. On va essayer de vérifier ça ce soir avec nos invités. On va évoquer ensemble trois grandes thématiques qui nous permettront, en tout cas je l'espère, d'englober toutes les grandes questions que se posent les habitants du département. Les thématiques sont la jeunesse et la solidarité, les transports, le cadre de vie, l'avenir et notamment bien évidemment les Jeux Olympiques qui doivent, j'espère, permettre au département de monter sur le podium. Nous échangerons également à partir de questions dans la salle, mais également avec des questions via Internet, puisque cet échange, cette réunion de ce soir est diffusée en direct sur le Facebook du département. Nous débattrons avec un certain nombre d'élus qui sont tous autour de moi, et à commencer bien évidemment par le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, que je suis ravi de rencontrer. Bonsoir. Et puis la parole tout d'abord à notre hôte, puisque nous sommes à Pantin, donc il est normal que le maire de Pantin prenne, Bertrand Kern, un micro pour non pas nous souhaiter la bienvenue, parce que nous sommes bien accueillis, mais j'ai une première question. J'ai vu que le slogan de votre ville, c'est « Pantin bouge ». Alors c'est un jeu de mots ? Non. Non. D'abord, je suis très heureux que le président Troussel ait choisi la ville de Pantin pour son compte-rendu de mandat. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette soirée. Oui, Pantin est une ville qui bouge, qui est à l'image des contrastes dont vous parlez en Seine-Saint-Denis, avec à la fois des dynamismes économiques et sociaux qui sont exceptionnels, et à la fois une population qui rencontre de grandes difficultés. Et il faut tenir les deux bouts quand on est élu. Et quand on est maire, l'aide du département est souvent quelque chose d'appréciable. On aimerait toujours qu'il en fasse un peu plus, mais bon. Les revendications commencent. Ah oui, non, mais vous savez, on est élu, donc on est comptable devant nos concitoyens et on essaye de tendre vers la perfection et de répondre au maximum aux demandes de nos concitoyens. Et c'est vrai que par les temps qui courent, c'est difficile. Voilà. Vous savez, en arrivant dans cette salle en début d'après-midi, j'ai découvert cette salle que je ne connaissais pas, malheureusement. Très belle salle. Très belle salle, effectivement. La Dynamo, c'est un ancien bâtiment industriel, si j'ai bien compris. Oui. Et je me suis souvenu que dans mon enfance, quand je faisais du vélo, la Dynamo, c'était le truc qui permettait de faire de l'énergie et d'éclairer le chemin. Eh bien, on va éclairer le chemin ce soir. Stéphane, en tout cas, rien que pour dire sur ce bilan de mandat, nous, à Pantin, on a bénéficié d'aide du département et de soutien du département sur certains dossiers. Mais je voudrais insister sur deux dossiers, si vous permettez. Le premier qu'on attend avec impatience, c'est la Nationale 3. C'est une fracture urbaine à Pantin et qui fracture toute la Seine-Saint-Denis. Et les études sont terminées, l'enquête publique est terminée. Et le premier coup de pioche devrait être donné normalement cette année ou l'année prochaine. Et on sent que ce dossier a besoin d'une décision politique, notamment du côté de la région Île-de-France. Ce n'est pas le département de la Seine-Saint-Denis. Et puis un deuxième dossier qui est important pour le quartier où nous sommes, qui est le quartier le plus en difficulté de Pantin et qui bénéficie d'un plan de renouvellement urbain d'une deuxième génération. Nous allons enfin pouvoir commencer la construction du collège parce que nous avions besoin d'un terrain qui appartenait à la SNCF, et après des années et des années de négociations, nous avons réussi à débloquer ce dossier. Et là, avec Stéphane Troussel, nous allons pouvoir commencer les travaux de ce nouveau collège dont on a tant besoin. On en parlera dans le détail parce que les collèges sont une des grandes parties de la réunion de ce soir. Stéphane Troussel, prêtez votre micro. C'est vrai que vous êtes équipé, vous êtes un professionnel, vous avez des micros tout le temps, on vous voit tellement à la télé. Alors, vous avez voulu cet événement pour être sérieux, pour marquer la mi-mandat de votre action à la tête du département. Avant de parler de vos ambitions pour le département, une petite question qui n'est pas si anecdotique que ça.
On dit le département de Seine-Saint-Denis, c'est facilité de langage. On a souvent dit 93, 9-3. Vous aimez ou vous n'aimez pas? Ah non, nous, on revendique de s'appeler Seine-Saint-Denis. Quand vous parlez des Yvelines, vous ne viendrez à personne l'idée de parler du 7-8. Eh bien, nous revendiquons de nous appeler la Seine-Saint-Denis. D'abord, c'est un joli nom, la Seine-Saint-Denis. Ça fait référence à la fois à ce fleuve mythique de Paris et du Grand Paris. Et puis Saint-Denis, c'est la ville des rois de France. C'est celle qui donne aussi une partie de son identité à ce territoire. Donc oui, on revendique cette belle appellation. Donc je m'en tiendrai à cette appellation pour cette soirée. Alors, on va parler de JO, d'emploi, d'infrastructure. Et c'est vous qui allez nous expliquer quelle est la mutation que vous essayez d'influer depuis le début de votre mandat, et puis auparavant également, et puis surtout de ce qui va se passer dans le reste de mandat qui vous incombe. Ce n'est pas totalement un hasard finalement si on est à Pantin, parce que d'une certaine manière, ces 10-15 dernières années, les transformations qu'a connues une ville comme Pantin, elles sont assez à l'image, le maire le disait, Bertrand Kern, des contrastes qui sont ceux d'une ville comme Pantin et qui résument finalement assez bien les contrastes qui traversent la Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit l'un et l'autre. La Seine-Saint-Denis a connu, finalement, c'est le département qui symbolise peut-être le mieux toutes les grandes transitions qu'a connues notre pays. C'était le terroir maraîcher de Paris et de l'Île-de-France. C'est le lieu de l'industrialisation de la France, avec des grandes entreprises, des grandes emprises industrielles. Mais c'est aussi forcément un des territoires qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation. Et aujourd'hui, c'est d'une certaine manière celui qui, au cœur de l'Île-de-France, est en train de connaître les plus grandes transitions. En matière de transformation urbaine, en matière de transformation écologique, où on essaye justement d'inventer ce que doit être la ville d'aujourd'hui, qui a toutes les fonctions urbaines, mais qui justement est plus apaisée, qui fait plus de place à la nature en ville, qui développe d'autres manières de produire, de consommer, de circuler, de se divertir. Et ce département, moi j'ai l'habitude de dire qu'il a connu de grandes transformations ces 10, 15, 20 dernières années, mais finalement elles sont en rien à côté des transformations qui nous attendent. Parce qu'entre les 200 km de métro supplémentaires avec le Grand Paris Express, avec un tiers des gares du métro du Grand Paris Express, où enfin on va sortir en banlieue de ce système où il fallait systématiquement repasser par Paris pour se promener, accéder aux emplois, accéder aux loisirs dans toute la banlieue. Eh bien, les grandes installations de grands équipements publics, la poursuite des grands aménagements, les projets de rénovation urbaine, la Seine-Saint-Denis va considérablement se modifier. Et j'ai l'habitude de dire, peut-être que c'est un peu grandiloquent, mais je crois que l'avenir du pays est un peu en train de se jouer dans un département comme le nôtre. Parce que quand on a la chance à la fois d'être le territoire le plus jeune, mais celui qui a le plus de potentialité de transformation, dans le cœur du Grand Paris, il y a peu de territoires qui ont encore autant de capacités d'aménagement, de transformation, d'accueil de logements, d'accueil de nouvelles entreprises, y compris d'avoir su conserver une partie de son héritage. Je pense, vous parliez de patrimoine industriel, où on peut reconstruire la ville sur elle-même à partir de ce beau patrimoine industriel. Eh bien, on a de quoi faire un beau développement le plus utile pour les habitants et aussi contribuer à changer notre image, parce que c'est vrai que les habitants sont à la fois très fiers, très attachés à ce département, mais ils souffrent aussi de la perception que les autres peuvent avoir de la Seine-Saint-Denis. On va détailler tout ça, hein, mais pour entrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on voit quelques images extraites d'un film qui est sorti il y a 1 an exactement. Ce film s'intitule Swagger, il a été réalisé par Olivier Babinet. C'est un film que vous connaissez peut-être, mais qui m'a intéressé de découvrir parce qu'il nous fait entrer dans la tête, d'une certaine façon, dans les rêves et les ambitions de 11 jeunes, c'est des adolescents pour la plupart, qui ont été filmés à Aulnay et à Sevran. Ce film Swagger a été sélectionné à Cannes, il a été primé au César. Quelques images. Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, eh ben, ils ne savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, et ben après les gens ils veulent pas vivre dedans. Vous êtes raciste. Parce que je suis noir. Non. Je suis noir et vous. Non. Calmez-vous. Ah, les Al-Qaïda, tout ça là. Ah là là, il faut sortir tout ça de la France. Là, dans les écoles même. Je connais
pas les Français de souche. C'est rare qu'on en voit des purs Français. Peut-être j'en ai déjà rencontré, mais peut-être je les ai oubliés en fait. Moi j'ai rencontré à Paris, et je les considère comme des personnes normales. Tous mes rêves ils tournent autour de la mode. Tout le monde s'habille en jogging basket. Ils ont le style clonage. J'aimerais être Obama. Il a un charisme fou, il sait marcher, puis il dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche, pas trop ça. Il n'y a aucun épisode de Mickey que j'aime. Ça me fait peur, Mickey. C'est une souris qui parle et qui chante et qui danse. Être amoureux, je sais pas. C'est quand tu penses que tu as trouvé la personne qui te manquait. Ils se font des bisous sur la bouche. Ça rajoute un truc à la vie. Ouais, c'était il y a un an. C'est un film, on l'a vu, hein, qui a eu une critique vraiment assez impressionnante. La première thématique de la soirée, bien vivre, bien bouger, respecter la planète, le cadre de vie, les transports, l'environnement dans le département. Tout ça pour nous rappeler qu'en décembre 2015, la Seine-Saint-Denis avait été le centre du monde pour la défense de la planète, puisqu'elle avait accueilli plus de 145, si mes souvenirs sont bons, signataires venus de toute la planète de ce qu'on a appelé l'accord de Paris, puisqu'on aurait pu aussi appeler l'accord du Bourget, puisque les travaux ont eu lieu pour l'essentiel dans le département. Donc on le sait, la défense du climat est devenue une priorité mondiale. Stéphane Troussel, c'est aussi une priorité départementale aujourd'hui. Ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un gadget. Je ne crois pas, et en tout cas le fait d'avoir accueilli sur notre territoire la COP 21, ça a été vraiment un levier, une capacité à porter cette prise de conscience, en particulier dans les quartiers populaires. J'ai l'habitude de dire que la transition écologique, le développement durable, l'écologie urbaine, ça ne doit pas être un truc réservé pour les bobos qui auraient tous leurs soucis quotidiens de régler et qui du coup peuvent se préoccuper de la planète. Non, vraiment, j'ai le sentiment que ça peut être un vrai levier de transformation pour nos territoires. D'abord pour une raison finalement assez simple, c'est qu'au nord comme au sud, ceux qui ont le plus à souffrir toujours des dérèglements climatiques, des pollutions atmosphériques, des nuisances industrielles, des épisodes climatiques extrêmes, c'est toujours les plus modestes, c'est toujours les plus défavorisés. Quand il y a eu la canicule en France, eh bien, c'est plutôt les personnes âgées de Seine-Saint-Denis qui ont été les plus nombreuses à être victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont souvent eu des vies plus difficiles, elles ont des habitats parfois moins isolés. Et donc, nous considérons que la transition écologique, c'est un vrai outil pour une nouvelle frontière du progrès social. Et donc, oui, on investit massivement, on a décidé de s'engager massivement. 8 parcs départementaux, leur rénovation, les ouvrir davantage sur la ville, développer des pistes cyclables, favoriser les modes de transport plus doux, plus apaisés. Bertrand Kern faisait référence à un projet de réaménagement de la RN3, ici à Pantin et dans toutes les villes qui bordent le canal de l'Ourcq. Faire des partenariats avec des associations, soutenir des projets comme la tour pour une agriculture maraîchère à Romainville. Bref, c'est cet investissement massif pour en faire là aussi un levier de transformation. Ça veut dire que la défense de la planète, ce n'est pas simplement un combat entre les États-Unis et le reste du monde, que des départements comme la Seine-Saint-Denis ont... Oui. Ça concerne chacun des citoyens, mais ça concerne aussi nos collectivités maintenant qui ont une part de plus en plus grande dans la capacité à agir sur les réalités quotidiennes. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, on l'a évoqué plusieurs fois depuis le début, la question du transport notamment. L'action du département, on va le voir avec quelques images, se fait sur le terrain, à l'image de l'inauguration du tram T11 Express, qui va entre Épinay et Le Bourget. Qui est en service depuis juillet dernier. On voit quelques images. Le tram-train, il y a les prolongations de lignes de métro dont on va parler. La mobilité, vous l'avez dit, c'est les piétons, les cyclistes. Et à ce propos, pas à propos de cyclisme, mais à propos de transport, on a une première question dans le public. C'est Cyril qui a un micro et qui voulait vous la poser directement concernant la question des transports, Cyril.
comment il est. Voilà, il faut changer de micro, on ne vous a pas entendu. J'en commence oui, en résumé. Alors du coup, je viens de Clichy-sous-Bois, je m'appelle Cyril, et donc du coup, les transports en commun, aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, et donc c'est un impact... Aujourd'hui, quand on habite à Clichy-sous-Bois, par exemple, on met une heure et demie pour aller sur Paris, à notre travail ou sur nos lieux d'études. Moi, je travaille à Tremblay en France. D'accord. Mais c'est pareil. Et donc, c'est voilà. peut-être même plus compliqué. Les transversales sont encore plus compliquées. C'est encore plus compliqué. Donc, je mets une heure et demie pour y aller en transport, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça a un impact sur nos vies. Donc, votre question? Nous, à Clichy, donc, on attend fortement le tramway, donc, comme vous le savez. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que vous avez fait sur les transports en commun et qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer donc, la vie des habitants et concernant aussi sur les lignes de métro qui peuvent être... les nouvelles lignes de métro qui peuvent être... Donc Cyril voudrait savoir quand il aura le tram à Clichy et puis quand... Alors le tram, ça y est, ça a enfin démarré après plusieurs années de tergiversation, donc le T4. Vous avez raison. Pourquoi on s'est autant battu sur cette question du métro, du Grand Paris Express, et pour tout dire, pour tout obtenir. Et personne ne nous fera choisir telle ou telle ligne du métro du Grand Paris Express. Permettez-moi juste de citer... un homme politique de grande envergure qui nous a quittés il y a quelques jours, Jacques Ralite, l'ancien maire d'Aubervilliers, ancien ministre de François Mitterrand. Personnalité importante, tout à fait. Ouais. À qui nous rendrons hommage vendredi. Il disait à propos de la banlieue, elle a une autre ambition que obtenir un tout petit peu plus de sous, de justice ou d'égalité. La banlieue, elle veut tout. Oui, eh bien à propos des transports, on veut tout. Et on veut tout pourquoi? Tout simplement parce que pendant des années, on le disait tout à l'heure, eh bien, le système de transport, en particulier en Île-de-France, quand on regarde 1,5 million d'habitants en Seine-Saint-Denis, 2 millions à Paris, c'est le maillage des transports en commun est sans commune mesure. Et donc, si vous êtes de Clichy-sous-Bois, la réalité, vous l'avez dit, le nombre, la durée qu'il vous faut pour aller à Paris, mais la réalité des transports à Clichy-sous-Bois, c'est qu'aujourd'hui, avec le réseau de transport de Clichy-sous-Bois, dans une zone de 45 minutes, il y a 300 000 emplois. Demain, dans la même zone de 45 minutes, avec le réseau de transport, les habitants de Clichy-sous-Bois auront accès à une zone de 3 millions d'emplois. Ça change la donne dans leur capacité, justement, à accéder à ce développement économique. Donc, on veut tout. Alors, on s'est battu pour avoir les 3 lignes du métro du Grand Paris Express, la 15, la 16, la 17, les prolongements de lignes de métro, 11, 12 et 14, les prolongements de lignes de tramway, T1, T4, T5, T8, la deuxième phase du T11 Express Nord. J'espère que je n'en ai oublié aucun parce que sinon il y a déjà des habitants et des maires qui vont faire des gros yeux. Je dis ça parce que en ce moment, alors même si fort heureusement le président de la République en déplacement à Clichy-sous-Bois la semaine dernière, il a quand même fallu 6 mois, des pétitions, des initiatives, à confirmer que la ligne 16, qui passe donc par Clichy-sous-Bois, serait réalisée. Mais disons-le, j'ai quand même aujourd'hui quelques inquiétudes sur un certain nombre de priorisations. Donc nous, on réclame tout et on est allé au-delà de nos responsabilités et de nos compétences. Parce qu'aujourd'hui, la loi fait que c'est l'État et la région qui sont responsables en matière de transport en commun. Mais parce que nous voulions accélérer, rattraper le retard de la Seine-Saint-Denis en matière de transport en commun, le département s'est mobilisé avec des moyens financiers considérables, bien au-delà de nos capacités budgétaires, mais justement parce qu'il nous a fallu faire des choix pour soutenir ces projets et les obtenir. Donc maintenant, il n'est pas acceptable pour nous qu'il y ait le moindre retrait ou le moindre retard de la part de l'État ou de la région. On aura l'occasion de parler en fin de réunion de vos relations avec l'État. On continue sur la question de l'environnement avec vous, Frédéric Denis, parce que la transition écologique dont on parle, merci de prendre le micro, effectivement, se réalise également par la transformation de l'habitat, du cadre de vie. Là aussi, un petit point sur ce que le département a lancé. On en voit quelques illustrations en images. Il n'y aura pas de film, non. Vas-y, à toi. Allez-y. Alors,
la transformation de l'habitat, effectivement, c'est quelque chose d'important. Ça n'est pas tout dans le cadre de vie. Dans l'amélioration du cadre de vie, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi la possibilité d'accéder à des espaces naturels protégés. La Seine-Saint-Denis dispose, c'est un atout souvent méconnu, d'un réseau de parcs départementaux qui sont classés Natura 2000. Et nous comptons beaucoup sur cet atout pour renforcer la résilience de notre territoire. Les parcs départementaux, le plan Avoparc qu'évoquait tout à l'heure M. Troussel, c'est la volonté de réhabiliter nos parcs, de les réaménager, de les rendre beaucoup plus accessibles et de permettre aux familles, à tout un chacun, d'y exercer des activités de plein air. Donc ce sont des îlots de fraîcheur, ça c'est très important pour la transition écologique. Ce sont des pièges à gaz à effet de serre et ce sont des espaces de vie collective. Nous voulons que cela devienne des espaces de vie collective. Alors il y a les parcs, il y a effectivement l'habitat, j'y viens. Nous poursuivons notre plan de Rénov' Habitat 93 pour lutter contre toutes les passoires énergétiques. Nous lançons très bientôt un nouveau dispositif, le chèque habitat écologique et citoyen, pour valoriser toutes les initiatives innovantes en matière d'habitat. C'est des appels à projets, comment ça se passe exactement? Ce sera un appel à projet, effectivement, qui s'adresse principalement aux syndicats de copropriété, aux collectifs, par exemple, d'habitat participatif. Et l'idée, ce n'est plus cette fois-ci de rénover le bâti, ça c'est le plan Rénov' Habitat qui s'en charge. Là, l'objectif, c'est vraiment de valoriser toutes les initiatives qui permettent d'inventer une nouvelle façon d'habiter. Donc, par exemple, les initiatives créatrices de jardins partagés, les initiatives qui veulent installer des garages à vélo sécurisés dans les immeubles. Enfin, c'est ce type d'initiatives qui seront encouragées et suscitées avec cet appel à projet, donc une subvention à hauteur de 20 000 € par projet. Très bien. On voit effectivement qu'il faut impliquer aussi les citoyens dans ces questions-là. Le bien vivre en Seine-Saint-Denis, c'est aussi la culture. La culture pour tous. Si mes chiffres sont bons, le département consacre chaque année 18,5 millions d'euros à ce secteur, c'est ça, notamment en subventionnant les associations qui travaillent dans ce domaine et qui sont nombreuses et qui ont besoin de subventions. On sait que les plus grands studios de télé sont depuis longtemps sur le territoire du département. On sait également que Luc Besson a choisi d'y installer sa cité du cinéma. On sait moins, et moi-même je l'ai découvert, que c'est en 1897 que Georges Méliès avait créé ici le premier studio de France. C'était à Montreuil, si mes renseignements sont bons. Reste que l'idée de l'accès à la culture pour tous n'est pas évidente. J'ai une question d'un internaute que j'aimerais bien qu'on voit ensemble. C'est d'Edgar Garcia. Il est de Noisy-le-Sec. Il est directeur de Zebrock. C'est bien cela. Quelles initiatives comptez-vous proposer pour combattre la fragilisation continue de la vie culturelle de Seine-Saint-Denis provoquée par la diminution constante, on y revient, des moyens publics, notamment de l'État? J'ai l'impression surtout de l'État. Qui veut y répondre? Florence Laroche, peut-être? Non, je crois qu'elle veut pas sur c'est plutôt sur le numérique un peu plus alors, tard. Alors sur le numérique, alors je suis allé trop vite. C'est vrai que c'est pas encore vous, Monsieur Troussel. Non, c'est alors trop vite. Myriam Derkaoui, la maire d'Aubervilliers, vice-présidente, a été confrontée à une grave difficulté. D'où la petite confusion de ma part. Un incendie hier à Aubervilliers, donc elle n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Bon, vous l'avez dit, l'investissement du département de la Seine-Saint-Denis est sans commune mesure. Il y a peu de départements, pour ne pas dire pas du tout, qui interviennent à un tel niveau. 18 millions d'euros, le financement à la fois d'une scène nationale, la MC80 de la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, 300 dramatiques nationaux, des conventions de coopération culturelle avec les villes, le soutien à des compagnies, à des associations. Finalement,
quelle est notre idée force à travers cela? C'est de faciliter l'accès à la culture pour tous et de le faire avec un haut niveau d'exigence culturelle, c'est-à-dire d'exigence artistique. Ce n'est pas parce qu'on est en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas parce que nous accueillons des populations modestes. Regardez ça, ça doit être des images du projet Demos, qui permet à des jeunes élèves des écoles, des centres de loisirs, des centres sociaux de pratiquer je crois que je reconnais la chef d'orchestre. Un instrument, oui, c'est Zaya Ziwani de l'orchestre Divertimento, de pratiquer un instrument sans jamais avoir appris ni le solfège dans un conservatoire. Et donc de se dire que c'est un puissant levier, la culture, pour lutter contre les inégalités. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait aussi orienter notre politique culturelle et notre politique éducative vers l'éducation artistique et culturelle. Notre volonté, notamment à travers un dispositif qui s'intitule Culture et Art au collège, c'est de permettre aux enseignants, aux élèves, sur le temps scolaire, d'avoir accès à des œuvres d'art, d'avoir un artiste en résidence, d'avoir de la pratique artistique, des arts plastiques, etc., de découvrir des musées, de découvrir... Tout simplement parce que là aussi, pour faire réussir les élèves, y compris les élèves des catégories modestes ou moyennes, eh bien, la culture est un élément fort et tout ne se joue pas dans le face-à-face pédagogique. Et c'est bon pour nos élèves, c'est bon pour... ça fait réussir nos élèves, ça fait changer les pratiques pédagogiques et ça modifie aussi le rapport des institutions culturelles avec les habitants et notamment les plus jeunes d'entre eux. Donc c'est ça le sens de notre engagement massif en faveur de la culture. Donc nous on continue à se mobiliser à un niveau extraordinaire et pour répondre à la question d'Edgar Garcia, c'est vrai que c'est un sujet, c'est vrai que c'est un combat parce que malheureusement dans ces temps de rareté de l'argent public, trop souvent, pour un certain nombre d'interlocuteurs, la culture est souvent sacrifiée en premier. Ce n'est pas notre choix. On maintient coûte que coûte cette haute ambition parce qu'encore une fois, c'est bon pour le développement du territoire, c'est bon pour le développement des habitants de la Seine-Saint-Denis. Alors, je voulais aller trop vite. Effectivement, accéder à la culture, c'est protéger l'environnement. Ça, on l'a vu. Ça passe également, cette protection, d'une certaine façon, par le numérique. Il y a un plan très haut débit dans le département qui a été lancé dès 2013, si mes souvenirs sont bons. Où en est-on de ce plan-là? Mais surtout, quelles sont les idées que vous allez développer, que vous cherchez à développer pour, comment dire, faciliter l'accès au numérique à domicile, mais aussi dans la relation que les citoyens ont avec l'administration du département? Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici, du coup, pour ce bilan de mi-mandat. Florence Laroche, hein, je ne vous ai pas présenté, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, je suis déléguée au numérique et je suis ravie d'être ici, du coup, pour ce bilan. Et oui, donc ça n'a échappé à personne. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du numérique, à ce tournant du numérique. On est quotidiennement, quasi en permanence, connectés à des objets à Internet, que ce soit avec les smartphones, avec les tablettes ou les ordinateurs ou les écrans chez soi. Donc ça devient quasiment permanent. Aujourd'hui, en tant que collectivité, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas passer à côté du numérique, il faut l'intégrer à nos politiques publiques. Mais d'abord, on a fait un premier constat, comme vous l'avez dit, c'est que l'ensemble du département, l'ensemble des usagers n'ont pas accès au réseau très haut débit. Inégal, ouais. Voilà, c'est assez inégal. Du coup, on a décidé de s'impliquer parce que effectivement, le réseau très haut débit devient aujourd'hui indispensable eu égard aux nouveaux usages qui sont en train de se développer et bientôt, la DSL va devenir obsolète pour nos habitants et donc il faut qu'on prenne les devants et qu'on aille au-delà même de la volonté des opérateurs privés pour déployer notamment ce très haut débit. Alors, les opérateurs privés se font tirer l'oreille ou pas? Un petit peu parfois, effectivement. Alors pour ce faire, du coup, on a deux actions. Sur les territoires les plus denses, les opérateurs privés déploient sur leurs fonds propres. Ouais. Et du coup, ça se passe assez bien. On contribue en tant que collectivité aux relations entre les villes et les opérateurs privés pour faciliter ce déploiement, puisque ça se passe effectivement dans les rues. On voit les fils de la fibre optique passer. Parfois, vous pouvez les voir dans les rues. C'est des fils jaunes et puis les personnes sont là et déploient ce très haut débit. Ça coûte cher, on le sait. Et sur les zones très denses, donc ça se passe assez bien. Sur les zones moins denses, on a décidé de s'impliquer aussi en tant que collectivité pour aider,
pour que les habitants de la Seine-Saint-Denis puissent aussi accéder au réseau THD, puisque les opérateurs privés n'y allaient pas directement. Il faut souvent faire les derniers mètres, les derniers centaines voilà, de mais mètres. même les premiers mètres parfois. Du coup, on a créé un dispositif, c'est le réseau Debitex, qui permet de déployer dans les zones moins denses. Et donc aujourd'hui, ça se passe ici également. Et donc on a un objectif, c'est le très haut débit sur tout le territoire pour tous nos habitants d'ici 2020. Et bien voilà, un engagement. Donc ça se passe très bien. Merci beaucoup. La deuxième thématique, c'est donc un département jeune et solidaire. Là aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques images, parce que c'est un thème d'actualité. Le département s'engage lui aussi pour la promotion de l'égalité et de la lutte contre le sexisme. La preuve avec cette vidéo qui a été réalisée par des collégiens de l'établissement Jean Villard à Villetaneuse. T'as un mec et t'as pas compris le concept. Réveillez-vous! Parce qu'on veut pas d'une société de vénère. Parce que les violences conjugales, les viols, les agressions, c'est la réalité de trop de femmes encore aujourd'hui. Parce qu'on est saoulés de faire demi-tour quand on croise un groupe de gars dans la rue. Comment voulez-vous que ça change si on continue à dire toujours la même chose aux garçons? Parce que la puissance, la vraie, c'est pas la domination. C'est pas l'agression. Parce que le vrai courage, c'est d'apprendre à se connaître. Parce qu'on veut vivre avec des mecs bien dans leur pompe. Parce qu'au fond de toi, toi-même tu sais. J'aime bien ces respirations avec eux, parce que je les trouve très rafraîchissants. Et au-delà de ça, ils disent des choses assez fortes. On reste au collège, puisqu'on était à Villetaneuse, mais on parle de l'ensemble des collèges du département, puisque c'est une des missions prioritaires du département que de gérer et de financer les collèges. C'est une mission prioritaire, je l'ai dit. Et on a là-dessus une question d'un internaute qui s'appelle Lies Weznadi et qui vous rappelle que vous avez versé un chèque réussite de 200 € pour toutes les entrées en 6e. Allez-vous renouveler l'opération, Stéphane Troussel? Alors oui, nous allons renouveler l'opération puisque c'était justement un engagement de la campagne des élections départementales de mars 2015 où nous avions souhaité, en plus de nos obligations en matière éducative sur la construction, la rénovation des collèges, la restauration scolaire, l'équipement, on parlait du numérique tout à l'heure, le soutien aux projets culturels, artistiques, sportifs, pédagogiques, on a souhaité avoir une aide pour faciliter l'entrée dans ce moment qu'est l'entrée en 6e au collège pour les élèves. D'abord parce que ça nous semble être un bon moyen d'accompagner justement la scolarité, s'équiper en matériel numérique, s'équiper en matériel scolaire. C'est des cadeaux, c'est ça, c'est des coupons, des bons cadeaux. C'est 10 coupons de 20 € à utiliser dans le département, à si j'ai bien compris. utiliser dans le département avec une liste de prestataires. On peut aller acheter des jeux vidéo, quoi. Des libraires indépendants, des grandes surfaces, avec l'objectif, bien évidemment, que ce soit du matériel scolaire, que ce soit du matériel numérique, des livres, pour faciliter. Donc la rentrée scolaire, c'est bon pour nos élèves, et il faut le dire aussi, c'est bon pour le pouvoir d'achat des familles, dans un moment où c'est un peu tendu en matière de pouvoir d'achat pour les familles, notamment dans un territoire comme le nôtre. Et on a voulu que l'allocation, elle soit universelle, c'est-à-dire sans condition de ressources. Parce que l'objectif, c'est aussi qu'à travers ce message, cette aide, on adresse aussi un message à toutes les familles de Seine-Saint-Denis pour leur dire, quelle que soit votre situation, bien, la collectivité elle veut vous accompagner, en particulier quand vous faites le choix bien, de l'école publique, du collège public, parce que nous, on pense que c'est bon non seulement pour nos élèves, quel que soit leur milieu, quel que soit leur niveau scolaire, et c'est bon pour la société que tous les enfants de la République grandissent, apprennent dans les mêmes écoles de la République. Oui, c'est chercher l'égalité dès le départ. Donc ce plan collège, on va en parler un peu plus précisément avec d'autres interlocuteurs. J'ai noté qu'en 2020, donc, 15 nouveaux établissements auront été créés. 25 ont été ou seront rénovés d'ici cette période-là. Là aussi, j'ai plongé dans les chiffres. 1 milliard depuis 2010 pour la rénovation, c'est ça? Éducation, réussite scolaire, priorité des priorités. Emmanuel Constant, je trouvais quelque part l'idée qu'il y a presque un collège qui est renouvelé ou nouveau par an en Seine-Saint-Denis. Merci, oui, bonsoir à tous. Oui, le président l'a dit, on est un département jeune, et un département jeune, ça s'incarne dans des enfants qui vont à l'école, qui vont au collège.
Et au moment où certains départements sont dans l'obligation de fermer des collèges, nous, on est dans l'obligation d'en ouvrir parfois plusieurs par an. Et en septembre prochain, 3 nouveaux collèges ouvriront sur le département. Et en septembre 2019, c'est encore 3 autres. Et en 2020 et en 2021, on est sur une dynamique extrêmement forte. Et on le fait d'abord parce que c'est une obligation, mais on ne se contente pas de le faire, de ne s'intéresser qu'au bâti. On revendique l'idée également qu'à l'intérieur de ces collèges, on puisse participer à l'élaboration d'un projet éducatif et d'un projet pédagogique. Donc on respecte nos obligations et elles s'imposent à nous. 75 000 collégiens à un moment donné, il faut bien les mettre quelque part. C'est parfois très compliqué, c'est parfois tendu, c'est parfois difficile parce que les terrains sur lesquels on construit des collèges sont de plus en plus rares. Nous sommes en région parisienne, comme tout le monde le sait. Et Bertrand Kern faisait référence tout à l'heure à la reconstruction du collège Jean Lelive. Les difficultés qu'il a eues à acquérir, à avoir, à disposer de ce foncier sont réelles. Et c'est le cas aussi dans d'autres villes du département. C'est le cas, ça a été le cas à Montreuil, c'est le cas à Aubervilliers qui va ouvrir 2 collèges, dans la ville dans laquelle vont ouvrir 2 collèges en 2018 et en 2019. Mais on ne se limite pas à cette simple contribution. Ouais. Voilà. Vous travaillez, c'est une façon d'entrer d'une certaine façon dans les questions de pédagogie, alors en laissant l'éducation nationale bien sûr faire son travail. Alors oui, enfin au-delà de la pédagogie, sur les questions éducatives. Sur les questions éducatives, on revendique l'idée que effectivement tout ne se joue pas à l'école et que notamment au travers des projets artistiques et culturels, eh bien, on donne aux enfants la possibilité de toucher un monde qu'ils touchent par l'école, mais qu'ils peuvent aussi toucher au-delà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de sociologie très, très profondes pour se rendre compte que finalement, ce qui différencie les enfants de catégories dont les parents sont diplômés, des enfants des catégories populaires, c'est très souvent ce qui ne se joue pas à l'école, ce qui se joue dans les visites au musée, les sorties au cinéma, même les vacances, l'extrascolaire. Et donc on veut contribuer à cela. On ne se limite pas qu'à cela, évidemment, parce qu'il y a on a un projet éducatif départemental qui est assez vaste. On ne se limite pas à ça, mais ceci est une chose à laquelle on tient. Mais ça ne passe évidemment que par la discussion avec l'éducation nationale. Il n'est pas question de se marcher sur les pieds. L'éducation, c'est aussi le numérique dont on a déjà parlé. Il y a là aussi un plan ambitieux du département. Là aussi, j'ai la preuve en image, parce que j'aime bien prouver ce qu'on dit, avec cette visite en image du Collège Liberté à Drancy. C'est un établissement où le plateau sportif a été notamment rénové. C'est une façon de rappeler que c'est le département le plus jeune, on l'a dit. Taux de natalité le plus élevé de métropole, mais seulement un tiers des demandes de crèches sont assurées par le département, contre une moyenne de 50% au niveau national. Là-dessus, une question à nouveau dans le public, c'est Rachida. Oui, bonsoir, Rachida Shelby, donc Cour-de-Vienne, responsable... Vous avez un joli prénom. Merci beaucoup. Ça veut dire guider vers le droit chemin. Donc, je suis responsable en ressources humaines en Seine-Saint-Denis, donc régulièrement confrontée à des difficultés d'accès à l'emploi, à la formation, même au-delà, au retour de congé maternité. Et un des freins majeurs à l'accès à ces thématiques est dû au manque de places de crèche. Je l'ai moi-même été confrontée. C'est votre cas ? J'ai été 2 fois de suite confrontée. Et donc aujourd'hui, ma question est simple. Que prévoit le département ? Quels sont les projets donc, en faveur à toutes ces personnes qui font face aujourd'hui à ce fléau? Merci. Comment faites-vous à titre personnel alors vous êtes encore sur une liste d'attente? Non, ça y est, j'ai réglé le problème, mais ça a été un vrai parcours du combattant. C'est Frédéric Molossi qui va tenter de vous répondre, et au-delà de vous, un certain nombre d'autres parents. Oui, merci, bonsoir d'abord. Oui, ce que vient de décrire Madame est malheureusement une réalité à laquelle sont confrontés beaucoup d'habitants du département, et j'insiste sur le fait que, notamment et plus particulièrement les femmes d'ailleurs, qui, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, y compris du rapport à l'emploi, de trouver, sont confrontées à cette question du mode de garde de leur enfant dans un département, on le redira sans doute à plusieurs reprises au courant de cette soirée, qui connaît une dynamique
importante en termes de natalité, qui est le plus jeune. Et nous avons bien conscience que nous sommes en décrochage par rapport à la moyenne nationale. Ça a été rappelé, 50%, 30% dans ce département. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en fin 2014, le département a décidé de s'engager dans un plan ambitieux en direction de la petite enfance, qu'on a appelé le plan petite enfance et parentalité, qui est doté d'une enveloppe budgétaire de 80 millions et qui doit donc s'est mis en œuvre à compter de 2015 et trouvera son terme, en tout cas dans sa première phase. On verra par la suite en 2020. L'objectif, c'est 3500 places supplémentaires à disposition de la population de ce département, 2500 en mode de garde collectif, je pense aux crèches notamment, garderies, multi-accueil, qu'elles soient d'ailleurs municipales, associatives, parentales ou même privées, avec donc à la clé un soutien en matière de financement de l'investissement. C'est aussi nos propres crèches, 55 crèches départementales, ce qui fait d'ailleurs de nous un département à part, là aussi, puisque nous devons être, si ce n'est le dernier, en tout cas pratiquement le dernier département à gérer autant d'établissements en direction de la petite enfance, alors que ça ne relève pas de nos compétences directes, qui vont, elles aussi, participer de l'effort avec la création d'un certain nombre de places supplémentaires, et puis surtout un plan d'investissement pour permettre une amélioration de l'accueil du jeune enfant dans nos établissements, dans un patrimoine qui avait connu ces dernières années une certaine dégradation. Et puis enfin, 1000 places, cette fois, sur ce qu'on appelle l'accueil individuel. Ce sont en particulier les assistantes maternelles, avec 2 axes majeurs. Le premier, relancer une politique d'agrément important dans le département en direction des assistants maternels, avec là aussi, après une période, j'allais dire, de creux de la vague, une nécessité de travailler de cette question avec des résultats assez probants depuis maintenant quelques années. Et puis, c'est aussi travailler avec les assistantes maternelles à des nouvelles formes d'accueil, et je pense tout particulièrement à ce qui se développe, c'est les maisons d'assistantes maternelles qui permettent, dans des locaux spécifiques, adaptés à la petite enfance, à 2, 3 assistantes maternelles, de se regrouper, de travailler ensemble et d'accueillir, y compris d'une manière sans doute plus sécurisante pour les parents que quand elles le font dans leur domicile, des enfants. Là, c'est 15 MAM qui existent d'ores et déjà dans le département, et nous en avons environ un chiffre équivalent en finalisation, et dont j'espère que en 2018, au moins une dizaine d'entre elles verront de manière très opérationnelle leur mise en œuvre. Voilà. Merci beaucoup de cette réponse détaillée. Alors, on a vu les collèges, la petite enfance à l'instant. Ça nous amène naturellement au sujet des solidarités et de l'autonomie, pour celles et ceux qui sont à l'autre bout de la vie, j'allais dire, ou tout simplement dans le besoin. Le lien intergénérationnel, c'est là aussi une priorité du département, avec des rencontres, j'ai découvert ça, entre les crèches et les EHPAD. Depuis 2015, 4 nouvelles structures ont été ouvertes sur le territoire. L'aide aux personnes vulnérables, c'est aussi une mission centrale du conseil départemental, et c'est Magali Thibault, comme je n'ai pas rencontré tout le monde avant, pardon d'hésiter parfois, qui va nous parler du plan défi handicap notamment. Oui, tout à fait. Donc peut-être pour commencer sur la partie personnes âgées, donc effectivement le département concourt à prévenir la perte d'autonomie, notamment depuis le vote de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui a apporté de nombreuses avancées, donc notamment en reconnaissant le vieillissement de la population, ce qui a permis au département notamment de présider une conférence des financeurs et de pouvoir accompagner des actions individuelles et collectives pour prévenir la perte d'autonomie. L'un des grands objectifs aussi, c'est de pouvoir lutter contre l'isolement des personnes âgées, parce qu'effectivement, on est dans un département le plus jeune de France. Mais on a aussi un vieillissement de notre population et des personnes âgées qui sont très isolées et souvent seules. Et du coup,
la proposition de rencontre entre effectivement des crèches et des EHPAD, c'est une des réponses qu'on peut apporter pour sortir de l'isolement ces personnes âgées et également pour aussi rendre les EHPAD des vrais lieux de convivialité. Voilà, un EHPAD, c'est pas uniquement une structure dans laquelle la personne va finir sa vie, mais c'est aussi et avant tout un lieu de vie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour le département. Concernant la politique en faveur du handicap, donc là, c'est effectivement un plan et un axe fondamental depuis maintenant 2 ans et demi, puisque le département avait un grand déficit d'offres pour les personnes en situation de handicap, pour les enfants et pour les adultes, et le département a choisi d'engager un effort très important. Le département a notamment en charge une partie des établissements adultes en votant le plan Défi Handicap, une réponse pour chacun, dont l'objectif est de pouvoir créer 1000 places supplémentaires à l'échelle, à l'horizon 2025, mais également de concourir à finalement repenser la dimension inclusive des politiques publiques. Et donc on a pu pour cela être accompagné par l'État et notamment l'Agence régionale de santé qui va abonder sur ses propres compétences, notamment sur les établissements pour enfants. Merci, là aussi des précisions. Stéphane Troussel, j'ai noté parmi tous les chiffres impressionnants que j'ai découverts que 600 millions d'euros par an pour le RSA, c'est ça? Je ne me trompe pas? Non, c'est un peu moins. Un peu moins ça sera vraisemblablement à la fin de cette année aux alentours de 490 millions, je pense. Mais la réalité, c'est que sur cette somme, c'est de plus en plus les départements qui en assument une part de plus en plus grande. Je m'explique rapidement. C'est le RSA comme l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées et la prestation de compensation du handicap. Ce sont 3 allocations dites de solidarité nationale que l'État a transférées au département il y a maintenant 13 ans, en 2004. Et l'État, comme toujours dans ces cas-là, la main sur le cœur, avait dit au département de France « Mais ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs les présidents, présidentes de département, nous allons vous compenser à l'euro près ». C'est d'ailleurs pour ça que les maires, Bertrand Kern ou Michel Fourcade, qui est le maire de Pierrefitte, est présent et s'inquiète de la décision de l'État à propos de la taxe d'habitation, parce que finalement, ce que l'État a fait au département il y a 13 ans en leur donnant des dépenses supplémentaires, cette fois-ci, il va le faire aux communes en leur retirant des recettes qu'ils perçoivent de manière autonome. Et donc, oui, le RSA, le président du département que je suis, pas plus celui de la Corrèze, de l'Aveyron, du Nord, des Bouches-du-Rhône ou ailleurs, nous ne décidons pas ni du montant, ni des critères. On constate l'ouverture des droits et donc le département paye. Mais d'une compensation intégrale en 2004, nous sommes arrivés aujourd'hui à une compensation seulement de 60% aujourd'hui. Donc cette année, par exemple, nous devons aller chercher nous-mêmes dans notre budget, donc finalement dans celui des habitants de la Seine-Saint-Denis, 180 millions d'euros. Et donc c'est autant de sommes qui ne sont pas disponibles pour tous les projets dont on vient de parler, pour accroître l'offre de places en crèche, pour accroître accélérer la rénovation de nos collèges, accélérer les infrastructures de transport. Et donc cette année, on a décidé, après des mois de tergiversation, ne plus payer les CAF, pour être très précis, que les gens ne s'inquiètent pas. Je veux dire, le RSA sera... D'abord, bien évidemment, avant de prendre cette décision, nous avons vérifié, nous nous sommes assurés que les allocataires ne seraient pas pénalisés. Parce que la CAF a une obligation, elle est garante des droits individuels. Et donc, les allocataires du RSA en Seine-Saint-Denis ne seront pas pénalisés par notre décision. Mais nous aurons une dette vis-à-vis de la CAF de 40 millions d'euros, la dernière mensualité du RSA. Tout simplement pour dire les systèmes de correction de ces dernières années sont des emplâtres sur une jambe de bois. Donc maintenant, ça suffit. Nous avons consacré 470 millions cette année. On n'y consacrera pas un sou de plus, alors que depuis 6 mois, le gouvernement tergiverse pour annoncer un fonds d'urgence pour venir en aide aux départements en difficulté. Il était de 200 millions cette année. L'an dernier, le gouvernement vient d'annoncer chichement un fonds de 100 millions alors qu'il y a davantage de départements en difficulté. Et puis, avec cette décision, nous voulons aussi obtenir une remise à plat de ce mode de financement de ces allocations de solidarité nationale. Parce qu'aujourd'hui, on marche sur la tête. Ce sont les départements les plus populaires, comme le nôtre,
qui sont obligés de consacrer de plus en plus de moyens au paiement de ces allocations de solidarité nationale. Donc c'est la solidarité à l'envers. Et avec cette manière de faire, on abîme même l'idée de solidarité, puisque finalement on demande aux un peu moins pauvres de payer pour plus pauvres qu'eux. Et donc il faut en finir avec ce système, il faut rétablir de la justice et de l'égalité entre les territoires. On aborde la dernière thématique de la soirée, si vous le voulez bien. C'est bien évidemment l'événement prévu en 2024. Je ne vous apprendrai rien, les Jeux olympiques et paralympiques. Ils ont donc été décrochés officiellement par Paris, mais la Seine-Saint-Denis sera-t-elle, elle est déjà sur le podium, mais sera-t-elle sur le podium après les JO? Sera-t-elle la grande gagnante de ces Jeux grâce aux investissements nécessaires à un tel événement? On devrait voir quelques images des travaux et des projets, surtout. Les JO en Seine-Saint-Denis, c'est le village olympique, là où se retrouveront tous les athlètes de la planète. C'est aussi le centre de presse où se retrouveront et travailleront les milliers de journalistes venus de l'ensemble du monde. Et puis, dans un autre registre, c'est aussi la piscine olympique. Et le tout, je vérifie toujours mes chiffres avec M. Troussel, maintenant, pour plus de 2 milliards pour les travaux d'aménagement. On va essayer de les dispatcher sans entrer trop dans le détail, mais alors, quel chantier, hein? Oui, nous, on a considéré que c'était une chance extraordinaire, finalement, pour ce territoire de Seine-Saint-Denis. Je dis toujours, je ne sais jamais quelle est la poule et l'œuf, parce que est-ce que c'est la transformation de la Seine-Saint-Denis qui est déjà engagée, qui a permis de rendre crédible la candidature finalement de la Seine-Saint-Denis pour ces Jeux Olympiques. Je dis souvent à Anne Hidalgo, mais on devrait davantage les appeler Seine-Saint-Denis 2024 parce que l'essentiel va se dérouler ici. Les athlètes vont faire les principales compétitions de natation, d'athlétisme, vont dormir, les journalistes vont travailler, on va leur proposer d'y dormir, il y aura les épreuves de water-polo, de volley, de badminton, je me tourne vers Mathieu, de tir sportif. Tout l'athlétisme, les épreuves reines, la natation, etc. Donc c'est l'essentiel en Seine-Saint-Denis. Donc d'emblée, on s'est dit, on joue cette carte à fond parce que c'est un accélérateur de changement pour la Seine-Saint-Denis, de transformation, avec un objectif, que ça serve le développement de notre territoire et ses habitants. Et ça, c'est une exigence maintenant qu'on doit porter à tous les instants. Ben, vous ne croyez pas si bien dire. Une question d'un internaute, Moussa Diao de Noisy-le-Grand, qui nous demande quel sera l'impact des Jeux olympiques et paralympiques en termes d'insertion et d'opportunités professionnelles pour les jeunes à court, moyen et long terme. C'est encore vous, Stéphane, qui répondez à cette question. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que maintenant, nous, on est mobilisés avec finalement cette seule exigence-là. Bien sûr, il faut réussir l'organisation des Jeux, et ça va être une des exigences notamment du comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO. Mais nous, on a une autre obligation, c'est qu'au lendemain des Jeux, et des Jeux olympiques et paralympiques, nous, on va assurer la réussite des infrastructures, des aménagements, des équipements, des logements pour les habitants, pour le territoire. Et donc, qu'il s'agisse des choix d'aménagement pour le village des athlètes, qu'il s'agisse des aménagements pour le village des médias, qu'il s'agisse de la construction de la piscine de water-polo, de la piscine olympique, mais aussi des passerelles, des couvertures, des franchissements d'autoroutes. Tout ça n'a été pensé que dans la vision de notre territoire et de leurs habitants. 2 exemples. Le village des athlètes, il n'a pas été posé là parce que le CIO a une exigence de 17 000 lits. Il y avait entre Saint-Denis, l'île Saint-Ouen et Saint-Denis. Il y avait un projet d'aménagement, un projet d'écoquartier sur cet espace-là. Et donc on a intégré la dimension olympique dans l'aménagement de ce projet. Idem sur le village des médias. Nous avions lancé un projet d'aménagement aux abords du parc des expositions du Bourget et de la gare de Duny-la-Courneuve, donc du tram 11 Express Nord. Et on a intégré la dimension olympique de village des médias dans le projet d'aménagement de ce quartier pour qu'au lendemain des Jeux, ça soit une réussite. Nous, on a 3 exigences. C'est-à-dire que, 1, de réussir les Jeux, il faut qu'on se montre qu'on est bon en Seine-Saint-Denis pour accueillir un grand événement international. Il faut qu'on réussisse à partir du 1er janvier 2025. Et puis peut-être qu'aussi, dans 50 ans, ceux qui viendront dans ces différents quartiers qui auront été aménagés se diront, finalement, ce qu'ils ont fait là, c'est pour les Jeux de 2024. Et regardez comme ça fonctionne bien, c'est une réussite. On ira un peu dans le détail de ce que deviendront ces différentes installations, mais on a parlé de la piscine, et je ne suis pas le seul, mais j'ai eu l'occasion de lire qu'un enfant sur 2 de Seine-Saint-Denis entre en 6e sans savoir nager. C'est l'occasion de se poser la question de savoir si les Jeux seront vraiment une façon de promouvoir la pratique sportive.
Et c'est vous, Mathieu Hanotin, qui avez été désigné pour répondre à cette question d'avenir. C'est une question très large. Il faut que ça le soit. Et c'est ça qui est bien avec un projet comme celui-là, c'est que c'est pas gagné d'avance. On a vu plein d'exemples où effectivement... C'est comme les compétitions finalement, c'est jamais gagné d'avance. C'est ce qu'on en fera. Voilà. Et c'est moi ce que je veux retenir de positif dans cette aventure des Jeux Olympiques, c'est comme notre territoire. C'est à nous maintenant d'écrire cette superbe page. C'est une chance extraordinaire. Est-ce que quand il y a une chance, il y a un risque? Toujours. C'est même le pendant de la chance, le risque. Ça peut mal se passer. À nous de faire en sorte que ça se passe bien, à nous de faire en sorte que ce soit un levier pour tous d'aménagement, comme Stéphane Troussel vient de l'évoquer, de créateurs d'emplois évidemment, et de développement de pratiques sportives en zone urbaine. Oui, il y a des retards majeurs, manifestes, voilà, immenses. Vous avez cité la question des piscines sur l'équipement, un jeune sur deux, mais quand on regarde avec une loupe encore plus fine, parce que ça, c'est la statistique départementale. Dans certaines poches, dans certaines poches de pauvreté, dans certains quartiers en particulier, on a des statistiques qui sont malheureusement dramatiquement plus importantes que celles-ci. Des fois, on a 6-7 jeunes sur 10 qui ne savent pas nager. Je pense à Pierrefitte en particulier, où le département... à côté du dossier olympique, parce qu'on a une politique sportive importante, va construire une piscine également. Et donc oui, on veut à la fois que les Jeux servent de vecteurs d'investissement, mais aussi de moteurs, je dirais, culturels de pratiques sportives. Voilà, et que ça permette de créer cette dynamique. On va y travailler, on va investir bien sûr, et on va aussi investir dans le savoir nager, dans des initiatives au quotidien pour faire en sorte que cette belle fête des Jeux Olympiques, elle ne dure pas 2 semaines, mais elle dure les 7 ans qui viennent. Pardon, parce qu'on est pris un peu par le temps, on va aborder la dernière question, c'est celle du nombre d'emplois qui pourraient être générés par l'organisation des Jeux à Paris et en Seine-Saint-Denis. J'ai vu un chiffre là, il ne concerne pas le département, 250 000 emplois pérennes, ça c'est au niveau global. Oui. Pour la Seine-Saint-Denis, on a une idée de ce que ça pourrait être? Alors c'est toujours très difficile effectivement d'amener déjà un chiffre aujourd'hui. Il y a une étude effectivement qui dit entre 120 000 et 250 000. J'avais la fourchette haute alors. Voilà, vous aviez la fourchette haute, mais... Vous voyez que je suis optimiste. Mais en tout cas, comme vous l'avez bien dit et comme Stéphane Troussel l'a précisé, c'est effectivement un enjeu à la fois pour Paris, mais aussi pour la Seine-Saint-Denis. Ça va être tout le défi qu'on va avoir, nous, à relever dans notre département avec la population, comme vous le disiez, qui est parfois très éloignée de l'emploi et très jeune. On a d'ailleurs, nous, deux événements qu'on a pu accompagner sur le territoire d'ampleur internationale, qui sont la COP21 et l'Euro 2016 ces 2 dernières années. Et on a le recul suffisant on a le recul pour... Un retour d'expérience. Un retour d'expérience pour se dire qu'on a un vrai rôle d'accompagnement, en tout cas des habitants sur notre territoire, des structures qui souhaitent participer activement à l'arrivée de ces Jeux Olympiques, et puis surtout qu'on puisse pérenniser ces emplois sur le long terme, des formations éventuellement, etc. Donc les outils qu'on a, nous, aujourd'hui, pour travailler dès maintenant sur ce sujet, c'est... alors on a commencé nous-mêmes avant de savoir qu'on aurait les Jeux Olympiques, puisqu'on avait annoncé déjà en octobre l'année dernière le mois de l'ESS, on avait invité les acteurs de l'économie sociale et solidaire autour du projet de candidature des Jeux Olympiques, car on voulait les impliquer un maximum et très tôt dans le projet. Et elles sont très preneuses, effectivement, de notre accompagnement pour pouvoir répondre aux appels d'offres, au marché que vont susciter les Jeux. Il y a effectivement... ce sont des structures qui emploient local, et pour nous c'est effectivement très important. Il faut qu'on fasse aussi un vrai travail pour nous orienter vers les publics éloignés de l'emploi et qui sont dans des parcours d'insertion. Donc, en travaillant avec l'économie sociale et solidaire, on a la possibilité en tout cas de faire participer ces acteurs-là aux Jeux Olympiques. On a également les clauses sociales dans nos marchés qui nous permettent d'inclure ces populations. Nous, on signe des chartes Seine-Saint-Denis Égalité avec nos grandes entreprises du territoire pour qu'elles puissent
dans le cadre d'une sous-traitance, travailler aussi avec ces TPE, ces PME, ces structures SIAE aussi. Donc on essaye, en tout cas, nous, on a au département des agents, des services qui connaissent très bien le maillage dans notre territoire et qui ont une connaissance très fine de ce terrain-là et qui sont déjà très très mobilisés pour pouvoir les intégrer un maximum dès maintenant. Et c'est maintenant que ça se passe parce qu'effectivement on sait, comme je le disais avec l'Euro 2016, voilà, il faut qu'on s'y prenne maintenant, y compris pour les formations. Je suis peut-être un peu longue. Pardon de vous presser un peu, mais c'est moi qui ai pris un petit peu de retard en posant beaucoup de questions. On va en prendre une dernière dans la salle parce qu'on voit les attentes sont fortes, notamment du côté des entrepreneurs locaux. C'est le cas d'Olivier qui est là, je crois, qui dirige une PME. Bonsoir, oui. Bonsoir, Olivier Pouvel, PDG de l'entreprise HPBTP. Directement une question, vous voulez savoir si vous allez pouvoir bénéficier de cette manne aussi. Alors effectivement, je le dis avec mes mots, pardon. On aimerait connaître les retombées économiques que l'on peut et qu'on est en droit d'attendre, notamment en faveur de notre département. Et plus particulièrement pour les PME, suite à l'obtention justement des JO, et puis de la Coupe du Monde de rugby, dont personne ne parle, mais qui est un des derniers événements effectivement que nous venons d'obtenir. Je crois qu'il y a même la Coupe du Monde féminine, il me semble. Alors en 2019, tout à fait. Effectivement. Et dans un second temps, j'aimerais savoir si effectivement ça risque, si l'engouement autour du sport que pourraient provoquer ces deux événements majeurs pour nos jeunes présidents, s'il vous plaît. Sur les retombées économiques, à la fois Mathieu Hanotin et Nadège Grosbois l'ont dit, pour nous c'est un objectif central. À peine avais-je atterri de Lima que quelques heures ou quelques jours après, je ne sais plus exactement, mais j'organisais une rencontre avec des chefs d'entreprise de Seine-Saint-Denis pour leur dire à quel point, à la fois les entendre sur leurs exigences et leur dire que c'était aussi notre préoccupation immédiate. Et donc il faut qu'on s'organise. Alors il y a un certain nombre de règles, vous les connaissez, il y a une législation à respecter, il y a un code des marchés publics, mais en tout cas on doit pouvoir, y compris sur la base des expériences précédentes, on doit pouvoir mettre en place un certain nombre justement de dispositifs, de dispositions pour qu'il s'agisse des clauses sociales, des clauses environnementales, de ce qu'on appelle, un jargon un peu technique, mais l'allotissement, le fait d'avoir plusieurs lots dans des marchés de commande publique, eh bien, ça permet aussi à des entreprises de taille intermédiaire, qui ne sont pas les grands majors bien connus de la construction du bâtiment, de pouvoir y accéder directement. Et par ailleurs, en plus de ça, d'avoir un certain nombre d'exigences, y compris vis-à-vis des entreprises qui, in fine, seront attributaires de ces grands chantiers, eh bien, des exigences sur l'emploi local, sur l'insertion, ce que disait Nadège à l'instant. Donc bien sûr qu'il faut qu'il y ait des retombées. C'est près de 2 milliards d'investissements. Il est hors de question qu'on regarde les trains passés, si j'ose dire, et que le territoire et ses habitants en particulier, et l'économie locale ne puissent pas en bénéficier. Et effectivement, on a quelques expériences, pas totalement réussies, qu'il s'agisse de la COP21 ou de l'Euro 2016, où on doit pouvoir faire mieux. Donc il faut qu'on ait, y compris des structures un peu souples, pour que l'ensemble des acteurs, collectivités, États, mouvements sportifs, représentants du monde économique, puissent très en amont appréhender l'ensemble de ces marchés. Et puis peut-être sur la dynamique sportive, Mathieu. Oui, non mais d'abord sur ce sujet, c'est sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu connaître, même avec la Coupe du Monde 98, le volume de marchés de travaux qui vont être réalisés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc ça, il faut quand même qu'on en prenne tous les uns les autres conscience. Mais moi, je voulais insister. Même au-delà de la question que vous posez, sur la question de l'emploi en général, je pense qu'il faut qu'on pense tous à ce qui n'est pas encore prévu aujourd'hui. Au-delà de la question des marchés qui vont être attribués, là, il y a un vrai enjeu, une vraie ressource d'emploi pérenne, c'est sur la dynamique autour des JO qu'on sera en capacité de créer sur le territoire. J'ai un projet en tête très précis, un projet sportif, mais créateur d'emplois aussi, et c'est là qu'il faut chercher les convergences. On a par exemple quelqu'un qui aujourd'hui essaie de développer une activité nautique sur le canal, du wakeboard, juste à côté du Stade de France. C'est un projet extra. Objectivement, sans les JO, il y a quand même
peu de chances qu'il arrive à convaincre l'ensemble des acteurs, je pense au Canot de Paris en particulier, de se mobiliser, etc. Grâce au JO, c'est un vecteur qui va nous permettre, je l'espère, d'aboutir sur ce dossier-là en particulier, comme sur d'autres. Et ça, derrière, ça crée 1, 2, 3 emplois qui sont pérennes sur le territoire parce qu'on crée une activité qui est utile. Et donc, il faut penser à tout ce que vous avez dit et toutes d'autres questions sur la question de comment est-ce que l'impact direct, mais aussi, il faut que, et le département doit, à mon avis, apporter cette garantie de service public sur la question de l'impact indirect que vont amener les Jeux Olympiques. Très bien, on va se diriger vers la conclusion, sauf s'il y a une salle. Mais monsieur, j'allais me... Il n'y a pas de... C'est avec plaisir. On va simplement vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre, monsieur. Voilà, le micro est juste devant vous. Bonjour. Je vous Merci en prie, beaucoup, monsieur Merci Arab. de vous présenter, je ne vous connais pas encore. Boualem Amada, je suis assistant social à la Courneuve et syndicaliste par ailleurs. Et merci de permettre une question un peu impertinente, quoi. Il ne faut pas souscrire comme ça d'emblée à une vision enchantée du bilan de mi-mandat. Il y a malheureusement un essoufflement. Le président et le vice-président en charge du secteur de l'éducation, certes, c'est des bâtisseurs, ils ont bâti beaucoup de collèges, mais pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une grève très importante d'une catégorie d'agents les plus fragiles, les agents d'entretien, les cuisiniers dans les établissements qu'on appelle les ATTE. Et je ne sais pas ce qu'avait de plus important à faire Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président que de recevoir cette délégation qui n'a malheureusement pas été reçue un jour de grève. Et c'est tout le paradoxe. C'est très beau d'avoir des beaux collèges tout neufs, mais il faut avoir le personnel suffisant pour assurer la maintenance. Et qu'en est-il dans l'essoufflement de ce mi-mandat d'une belle proposition qui avait été faite au début de mandat? Il y a une directrice générale adjointe qui animait un laboratoire qui s'appelait Osons la participation. La démocratie participative, c'est un enjeu crucial. Donc, merci de permettre qu'il y ait des questions spontanées dans la salle. Merci à vous de l'avoir se prêter au jeu de la démocratie participative, la place des usagers dans les politiques publiques. Dans le Val-de-Marne, par exemple, les allocataires du RSA participent à la co-construction des politiques publiques d'insertion qui les concernent. Nous, malheureusement, en Seine-Saint-Denis, on prend beaucoup de retard. Les allocataires du RSA apprennent à la télévision et par voie de presse qu'au mois de décembre, il y aura un conflit, une suspension de leur allocation. Et c'est très dommage. C'est dommage qu'en Seine-Saint-Denis, on n'accélère pas la participation des usagers dans les politiques publiques. Merci. Monsieur. On va prendre la dernière question, comme ça on essaiera de faire une réponse globale en n'oubliant pas votre question, monsieur, bien évidemment. Voilà, le temps que le micro arrive à vous, si vous voulez bien vous présenter, monsieur. Bonsoir. Oui, Jean-Claude Monger, je suis plus que séquano-donisien, puisque je suis arrivé au 4000 en 1965. Ma question est la suivante. Nous avons eu l'occasion d'intervenir auprès du conseil départemental. Il y a un projet de fermeture de 23 PMI. Très justement, tout à l'heure, M. Troussel a expliqué que le 93 est un département très jeune, effectivement, avec beaucoup de naissances. Comment justifier le fait qu'il y ait un projet de 23 fermetures de PMI, notamment sur Orgemont, mais pas que sur Orgemont, à savoir que maintenant, si ce projet vient à terme, les gens vont se balader avec leurs gamins, aller à Tataouine ou essayer de trouver un pédiatre. On nous parle de déserts médicaux, mais là, précisément, ça va être un désert médical. Là, on a distribué, il y a 444 signatures sur la ville d'Épinay, de gens qui disent c'est pas possible de fermer les PMI. Où on va aller avec nos gamins? Donc, je veux une réponse claire et précise. Merci. Merci, messieurs. Réponse de Stéphane Troussel. Bon, d'abord, moi, j'aime bien cet exercice de démocratie directe et participative. Si on ne permettait pas si on n'avait pas organisé cet échange de cette manière-là, on nous le reprocherait. Et donc, je sais très bien que quand on organise ce type... qu'on a pu organiser en amont, et puis ce qu'on peut faire si on l'organise de cette manière, on sait aussi que c'est propice à ce type de réaction. Bon, d'abord, pour la clarté du débat public, je pense qu'il faut que chacun se présente. Donc, M. Amadache l'a dit, il est syndicaliste sud, et monsieur aurait dû dire qu'il est représentant d'un parti politique, le POI, et c'est mieux pour la clarté du débat public. Mais attendez, moi je vous ai écouté, monsieur, on s'écoute. Bon, alors, d'abord,
moi, je le dis à la fois à M. Hamadache. D'abord, je trouve que ce n'est pas bien de répéter des contre-vérités. Ce n'est pas parce qu'on répète plusieurs fois une contre-vérité qu'elles deviennent des vérités. Donc on peut toujours essayer de faire peur aux allocataires du RSA en répétant plusieurs fois la même chose, mais ça ne devient pas une vérité. Donc non, les allocataires du RSA de Seine-Saint-Denis ne seront pas pénalisés par notre décision. Je l'affirme, je le réaffirmerai si c'est nécessaire à chaque fois. J'avais encore dans mon bureau ce matin le directeur de la caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis. C'est important de le dire parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Mais par contre, moi, j'assume de mener ce bras de fer avec l'État. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul parce qu'il y a de très nombreux départements de France qui sont dans cette situation et qui ont accumulé une dette vis-à-vis des caisses d'allocation familiale. C'est le seul moyen aujourd'hui pour faire bouger l'État. Ça suffit. La solidarité nationale aujourd'hui dans notre pays, elle marche sur la tête, elle est à l'envers. La réalité, c'est que contrairement à ce qu'on nous raconte à longueur d'antenne, et y compris des plus grands responsables politiques de ce pays, non, ce n'est pas vrai. La puissance publique de notre pays, elle ne consacre pas plus de moyens dans les territoires les plus modestes, les plus populaires, elle en consacre moins. Parce que si on additionne les rémunérations, je pense notamment aux enseignants dans les départements populaires, quand on additionne les investissements publics, eh bien non, aujourd'hui, ça ne fait pas plus pour les quartiers populaires, ça fait moins. Et donc, je mènerai cette bataille-là, parce que je considère qu'aujourd'hui, ça nous prive de notre capacité d'agir. Et d'ailleurs, quand le président de la République est venu en Seine-Saint-Denis, je lui dis, Monsieur le Président de la République, vous dites que vous êtes là pour 48 heures dans les quartiers populaires. C'était la séquence de communication en direction des banlieues. Vous dites aux collectivités locales, je vous propose un pacte. Eh bien, moi, je vous propose un pacte, Monsieur le Président de la République. En Seine-Saint-Denis, pour la seule année 2017, l'État nous doit 180 millions d'euros. Tout ce qui a été fait ces dernières années, ça a fait des petites corrections, mais ça ne suffit pas. Donc, vous voulez envoyer un signal aux quartiers populaires ? Il serait temps, parce que depuis 6 mois, vous avez plutôt mobilisé des milliards pour les plus riches, suppression de l'impôt sur la fortune, flat tax, etc., etc. Eh bien là, vous avez une occasion de vous rattraper. 180 millions, la dette de l'État. On en prend une partie pour payer ce qui est nécessaire à l'allocation du RSA. Et tout le reste, je le mets sur l'investissement, y compris sur des projets que l'État et la région ne financent pas suffisamment ou pour lesquels ça prend du retard. Des transports, des routes, des équipements publics, de la rénovation de piscines, de l'accélération de la transition écologique. Eh bien, on verra quelle sera la réponse. Quant à nos PMI, bien évidemment qu'il n'est pas question de fermer la PMI d'Orgemont. Mais je le dis aussi, moi, je suis garant de l'utilisation des services publics. Je suis garant de l'argent public. Je suis garant de l'égalité de traitement des citoyens sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, elle change, nos villes, elles changent. Et donc, oui, il faut que nous imaginions la meilleure réponse, la meilleure organisation. Donc, moi, je ne serai jamais un défenseur du statu quo. Moi, je crois au service public, parce que le service public, c'est la garantie pour ceux qui n'ont pas d'autre possibilité de s'émanciper, de grandir, de réussir, d'avoir accès à des droits, eh bien c'est le service public qui l'apporte. Mais quand on est défenseur du service public, eh bien oui, il faut aussi que justement toujours le service public se renouvelle, s'adapte, apporte les meilleures réponses. Qui peut imaginer que nos villes, nos territoires ayant changé, le service public lui-même ne pourrait pas évoluer, bien évidemment. Et il faut le faire avec, bien sûr, nos agents qui s'inquiètent quand il y a des incertitudes institutionnelles sur l'avenir du département, quand le plus haut responsable politique de ce pays, le président de la République, dit que certains emplois réalisés, y compris par les services publics, je pense aux contrats aidés, sont inutiles. Comment nos agents du service public ne pourraient pas s'inquiéter? Donc oui, c'est notre responsabilité de leur répondre, d'être attentifs, de les associer à ces démarches. Mais il faut aussi qu'on tienne compte de ce qui est en train de se passer en Seine-Saint-Denis, de l'accroissement d'un certain nombre de territoires, de l'augmentation de la population dans certains territoires, de la diminution du vieillissement dans d'autres, et d'apporter les réponses d'aujourd'hui dont nous avons besoin. Merci, ça fait office de conclusion d'une certaine façon, puisqu'on a et peut-être des rendez-vous techniques. Oui, des rendez-vous, alors allons-y. Parce que j'ai noté qu'il y a un gros rendez-vous que personne n'avait dit. En tout cas, dit. Cette démarche-là, on veut la poursuivre sous toutes les formes possibles. Ouais. Donc,
tous ceux qui voudraient nous rencontrer, échanger, eh bien, on est à leur disposition. On va le faire, y compris en organisant nous-mêmes des déplacements dans les villes de Seine-Saint-Denis avec un bus, du matériel pour aller au plus près des habitants, pour venir, y compris entendre des critiques, des remarques, des avis sur l'action départementale, et puis de se mobiliser pour montrer l'utilité de cette collectivité départementale. De la petite enfant jusqu'à la personne âgée, eh bien, finalement, le département, c'est la collectivité qui est présente à toutes les étapes de la vie. Et donc, je trouve, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient parfois un certain nombre de nos faiblesses et des besoins de se transformer, eh bien, nous répondons, je crois, aux enjeux qui sont ceux de la Seine-Saint-Denis sur le service public, sur la demande d'égalité, sur la demande de respect, de dignité qu'expriment les habitants de la Seine-Saint-Denis, et pour faire valoir justement ces atouts extraordinaires de ce territoire auquel les uns et les autres, je sais, nous sommes attachés. Oui, j'avais noté qu'il y a un anniversaire, puisqu'en janvier prochain, le département fêtera ses 50 ans. Oui, il l'a déjà un peu fêté, puisque officiellement, il a été créé par la loi de 64, oui, et avec des élections de 67 le 1er janvier 68. Oui, j'ai vérifié avant de venir. Vous avez raison, monsieur Rachid Arabi. Oh, merci. C'est agréable à entendre. Merci en tout cas à tous et à toutes. J'espère qu'on n'a pas fait trop de frustration. Merci de votre participation. On a une contingence technique, simplement, comme on était diffusé sur Facebook, il y a un moment où ça s'arrête, tout simplement. Donc, je souhaite à tous ceux qui nous ont écoutés de loin une excellente soirée, et puis ceux qui sont avec nous, peut-être de partager un verre. Bonne soirée à tous. Merci. Et à bientôt.